Chapitre 1. Le verdict. Wesley Poole avait construit des gratte-ciel qui embrassèrent les nuages et des musées qui faisaient pleurer les hommes adultes. À 42 ans, ses conceptions architecturales ornaient 3 continents. Et son nom imposait le respect dans les salles de réunion de Seattle à Singapour. Il avait bâti un empire avec ses mains et son esprit. Partant de rien après la mort de son père Warren, un éleveur de bétail du Montana, quand Wesley avait 25 ans, ce que Wesley ne pouvait pas construire, c'était une défense contre la femme qui avait partagé son lit pendant 12 ans. « Monsieur Poole » entonna la juge Patricia Lange, sa voix plate d'indifférence bureaucratique, « le tribunal ne trouve aucun mérite dans vos appels. Madame Brandy Poole se voit accorder le Penthouse de Park Avenue, évalué à 8 millions de dollars, la garde exclusive de votre fils Cameron, et des paiements mensuels de pension alimentaire de 45 000 dollars. » Les doigts de Wesley s'enfoncèrent dans la table en acajou. La salle d'audience ressemblait à un cercueil, sans air et définitif. De l'autre côté de l'allée, Brandy lissa sa robe de créateur, celle qu'il lui avait achetée pour leur anniversaire, et sourit. Pas un sourire poli, un sourire de vainqueur. Son avocate, Gail Sullivan, un requin en Chanel, se renversa en arrière avec satisfaction. « Votre honneur. Étant donné le comportement erratique de M. Poole ces derniers mois, nous pensons que des visites supervisées sont appropriées, erratiques. » La voix de Wesley se brisa. « Je travaillais 80 heures par semaine pour bâtir ce que nous avions. Je lui ai tout donné. Tu ne nous as donné que ton absence ?» interrompit Brandy, sa voix mielleuse pour la juge. « Cameron te connaît à peine. Tu étais toujours sur un chantier de construction ou en réunion. J'ai élevé notre fils seul. Mensonge. Tout des mensonges. » Wesley avait assisté à tous les matchs de soccer, à toutes les réunions parents-professeurs. Il avait entraîné l'équipe de Little League de Cameron pendant 3 saisons, mais le récit était fixé. Brandy avait joué cela à la perfection, documentant chaque soirée tardive au bureau, chaque voyage d'affaires, le peignant comme un père absent, tandis qu'elle planifiait ce coup d'État depuis Dieu sait combien de temps. Ordre. La juge Lange claqua. La décision du tribunal est maintenue. Affaire suivante. Dehors, sur les marches du palais de justice, le vent de décembre mordait à travers le costume de Wesley. Il avait porté son meilleur Tom Ford gris anthracite, celui que Brandy disait le faire ressembler à James Bond. Stupide. Tout cela, stupide. Wesley. Il se tourna. Brandy se tenait sur les marches du palais de justice, ses cheveux auburn captant la lumière de l'après-midi. Comme un halo, derrière elle se cachait Adrian Watts, son associé en affaires depuis 8 ans. L'estomac de Wesley se noua. « Ceci vient d'Adrian et moi », Brandy cria, assez fort pour que la foule qui partait entende. Elle descendit les marches comme une reine, approchant un paysan. « Nous voulions te le dire ensemble ?» La main d'Adrian reposait sur le bas du dos de Brandy. Possessive, revendicatrice, les poings de Wesley se serrèrent. « Me dire quoi ? Nous allons nous marier ?» ronronna Brandy. « Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Wesley, 3 belles années. Pendant que tu étais trop aveugle pour remarquer. Adrian me comprend. Il est là quand j'ai besoin de lui. » Le monde bascula. 3 ans. Cela signifiait « Le projet Riverside » murmura Wesley. « Tu l'as baisé déjà quand nous avons posé la première pierre ?» Adrian ricana. « Je baisais ta femme quand tu le présentais aux investisseurs. Quand tu acceptais ce prix de là. Et, quand tu étais... » Wesley bougea sans réfléchir. Son poing atteignit la mâchoire d'Adrian, avec un craquement qui résonna contre les colonnes de marbre. Adrian s'effondra. Du sang coulant de ses lèvres fendues, les gardes de sécurité affluèrent, tirant Wesley en arrière alors qu'il se jetait à nouveau. « Vous voyez » hurla Brandy pour les caméras qui matérialisèrent comme des vautours. « Vous voyez à quel point il est violent ?» La juge Lange avait raison. Cet homme est dangereux, retenu entre 2 gardes. Wesley regarda sa vie s'effondrer, son fils. Sa maison, son associé en affaires, maintenant révélé comme une vipère, et sa femme, la femme qu'il avait aimée depuis qu'ils s'étaient rencontrés à un vernissage 13 ans auparavant, le regardant avec des yeux pleins de mépris et de triomphe. « Tu mourras seul et fauché ?» rit Brandy, riant vraiment. « Tu n'es rien sans moi ?» Wesley. « Tu ne l'as jamais été. Je t'ai rendu présentable. Je t'ai rendu civilisé. Sans moi. Tu n'es qu'un gamin d'éleveur de ploucs jouant à s'habiller. » Les gardes le traînèrent avant qu'il puisse répondre, mais ses mots s'enfoncèrent profondément, trouvant le jeune homme de 20 ans insécure qui était arrivé à New York avec des mains calleuses et de la poussière du Montana sur ses bottes, qui avait lutté pour chaque centimètre de respect, qui s'était toujours senti comme un imposteur dans son propre succès. 3 heures plus tard,
Après avoir payé la caution pour agression, Wesley se tenait dans le penthouse qui appartiendrait bientôt à Brandy. Tout ici, le Rothko au mur, les meubles sur mesure, la vue sur Central Park qui coûtait plus que la maison de la plupart des gens, serait à elle. Il fit une valise, des vêtements, la montre de poche de son père, une photo de Cameron. Rien d'autre ne semblait plus réel. Son téléphone vibra, un message de Shane Atkins. Son colocataire d'université est la chose la plus proche d'un frère qu'il avait. « J'ai entendu ce qui s'est passé, ma chambre d'amis est à toi. Viens ?» Wesley répondit « Merci, mais j'ai besoin de sortir de cette ville. Je vais me vider la tête. » Ou, cependant, pas Seattle. Trop de souvenirs de victoires d'entreprise qui semblaient vides maintenant, pas n'importe où il avait été avec Brandy, ce qui éliminait la plupart du monde développé, puis cela le frappa, la ferme, l'endroit de son père dans le Montana, à 3 heures de Billings. Warren l'avait laissé à Wesley, mais il n'y avait pas mis les pieds depuis 17 ans. Trop occupé à bâtir son empire, trop occupé à devenir quelqu'un que son père ne reconnaîtrait pas, Montana, envoya-t-il à Shane, l'ancienne ferme. J'ai besoin de me rappeler qui j'étais avant tout cela. Avant que tu la rencontres, tu veux dire, bien, cette ville est un poison. Tu as besoin d'air pur et de perspective. Appelle-moi quand tu arrives. Wesley réserva un billet aller simple pour Billings, chapitre 2. Le retour au foyer, la ferme ressemblait à un cadavre. 2 étages de bois battus par les intempéries et de peintures écaillées, des fenêtres sombres et accusatrices, entourées de 28 hectares d'herbes mortes d'hiver qui s'étendaient vers des montagnes saupoudrées de neige précoce. Le camion de location de Wesley crissa sur l'allée de gravier et les souvenirs l'assaillirent. Son père lui apprenant à ferrer les chevaux dans cette grange, maintenant penché comme un ivrogne, sa mère, morte d'un cancer quand Wesley avait 12 ans, accrochant le linge sur des lignes qui n'existaient plus, lui-même à 16 ans, en colère et arrogant, hurlant qu'il ne finirait jamais comme Warren, coincé dans cet endroit perdu avec rien d'autre que du bétail et de la solitude. Il avait obtenu ce qu'il voulait, regardez où cela l'avait mené. Le verrou de la porte d'entrée avait rouillé et était bloqué. Wesley la força d'un coup de pied, le cadre en bois se brisa facilement, et il entra dans 17 ans de poussière et d'obscurité. Des draps couvraient les meubles comme des fantômes, des crottes de souris parsemaient le sol, l'air avait un goût d'abandon. « Je suis désolé ?»« Papa, » dit Wesley au silence. « J'aurais dû revenir, j'aurais dû, je ne sais pas, être un meilleur fils. » Warren Poole était mort soudainement, d'une crise cardiaque, en vérifiant les clôtures. Au moment où Wesley reçut l'appel, son père était sous terre depuis 2 jours. Les avocats locaux diraient que Warren voulait un enterrement rapide, sans chichi. Wesley avait pris l'avion, signé les papiers et était reparti. Il n'était même pas resté pour la réception. Maintenant, il était de retour, brisé et seul, dans la maison qu'il avait été si désespéré de fuir. Il passa la première journée à rendre l'endroit habitable, enlevant les nids de souris, testant la pompe du puits, qui fonctionnait encore, miraculeusement, mettant le générateur en marche pour l'électricité. La maison n'avait pas d'internet, une barre de signal téléphone et une radio qui captait 2 stations. Conteries et discussions religieuses, c'était parfait. Le 2e jour, Wesley commença les réparations. Il avait passé sa vingtaine à manier des équerres et des logiciels de dessin, mais il avait grandi avec un marteau, la mémoire musculaire revint, il remplaça les planches pourries du porche, répara le toit, sécurisa les bardages lâches, du travail physique. Du travail honnête, ses mains se couvrirent d'ampoules, son dos lui fit mal, et pour la première fois en mois, son esprit s'apaisa. Le 3e jour, il s'attaqua à l'intérieur. La plupart des pièces n'avaient eu besoin que d'un nettoyage, mais le bureau du rez-de-chaussée, le sanctuaire de son père, nécessitait un vrai travail. Le mur ouest montrait des dommages dus à l'eau, probablement d'une fuite ancienne. Le papier peint cloquait et pelait. Derrière, le placoplâtre s'effritait au toucher. Wesley prit une barre à mine et se mit au travail. Le placoplâtre tomba en morceaux, révélant des montants et de l'isolation, sauf que sa barre à mine heurta quelque chose de solide. Pas du bois, du métal. Wesley arracha plus de placoplâtre. Derrière, encastré dans le mur lui-même, se trouvait une plaque d'acier d'environ 2 mètres carrés, et encastrée dans cette plaque, une porte cachée avec une poignée encastrée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Papa. La porte s'ouvrit facilement, révélant une petite pièce, peut-être 8 mètres sur 2, 4 mètres, éclairée par une seule ampoule qui s'alluma automatiquement. La pièce était climatisée,
sèche comme un os malgré les problèmes d'humidité de la maison. Au centre se trouvait une boîte en acier de la taille d'un coffre-fort à armes, verte olive, de qualité militaire. Au-dessus du coffre-fort, gravé dans le métal lui-même avec ce qui devait être la précision d'un graveur professionnel. 2 mots, Wesley Poole. Ses mains tremblèrent en s'approchant. Collée sur le devant du coffre-fort, se trouvait une lettre de l'écriture de son père. Cette écriture soignée et carrée que Warren utilisait pour les registres de bétail et les cartes d'anniversaire. Wesley l'ouvrit. « Fils, si tu lis ceci, alors tout ce que j'ai planifié a fonctionné. Je suis mort. Tu es ici et tu as besoin de ce qui est à l'intérieur de ce coffre-fort. La combinaison est l'anniversaire de ta mère. Mois, jour, année, les 6 chiffres. Pas de 0. Avant de l'ouvrir, tu dois comprendre quelque chose. Je n'étais pas qu'un éleveur. Pendant 30 ans avant ta naissance, j'ai travaillé pour des gens qui n'existent pas dans les registres officiels. Je ne peux pas te donner de détails. Même maintenant, même mort. Certains secrets restent enterrés, mais j'ai appris à lire les gens, à voir les menaces, à me préparer. Il y a 7 ans, Brandy est venue me voir. Tu ne le savais pas? Hein? Vous sortiez ensemble depuis environ 3 mois. Elle a conduit jusqu'au Montana pour mieux me connaître. A-t-elle dit, sauf qu'elle n'a pas demandé sur toi. Elle a demandé sur mes actifs, mes terres, mon testament. Elle a demandé ce que je te laissais. J'ai su tout de suite qu'elle était une chasseuse. J'ai rencontré son type avant. Des gens qui épousent l'argent, qui voient les relations comme des transactions. Alors j'ai fouillé. Ce que j'ai trouvé est... Fils, j'aurais dû te le dire alors. Mais tu étais amoureux, et l'amour rend les hommes stupides. Je sais, j'ai épousé ta mère après l'avoir connue 3 semaines. Parce qu'elle m'a souri à une foire de comté. La différence, c'est que ta mère m'aimait en retour. Brandy a été mariée avant, 2 fois. Tu ne le savais pas non plus. Elle était Brandy Orozco en Californie. Mariée à un promoteur nommé Phil Orozco, elle l'a plumé dans un divorce. L'a laissé en faillite. Elle était Brandy Watts au Texas. Oui, Watts, comme ton associé en affaires. Mariée au frère aîné d'Adrian, Joel. Il est mort dans un accident de voiture. Très pratique, et elle a hérité de sa société tech, l'a vendue pour 30 millions de dollars. A déménagé à New York, changé son nom en Brandy Fields. Puis elle t'a trouvé, jeune, talentueux, affamé de te prouver. Elle s'est faite exactement ce dont tu avais besoin. Supportive. Cultivée, connectée, elle t'a présenté des investisseurs par ses amis. Ses amis étaient des gens qu'elle avait préparés pendant des années. Elle a construit ton succès pour pouvoir le prendre. J'ai regardé cela se produire. Je t'ai averti une fois, souviens-toi, tu t'es fâché, dis que je ne comprenais pas les gens de la ville, que j'étais juste un vieux paranoïaque. Tu avais raison sur la partie paranoïaque, mais je n'avais pas tort. Alors j'ai préparé tout dans ce coffre-fort que j'ai rassemblé pour toi, documents, preuves, ressources et outils, quand elle fera son coup, et elle le fera, elle le fait toujours. Tu auras ce dont tu as besoin pour contre-attaquer. Tu es un Poole? Wesley, nous ne nous couchons pour personne. Nous n'abandonnons pas. Ton arrière-grand-père a homesteadé cette terre avec rien d'autre qu'un chariot et un rêve. Ton grand-père a repoussé des voleurs de bétail avec un Winchester et de la pure rancune. J'ai survécu à des choses que je ne peux même pas te dire. Tu as ce même acier en toi, même si tu l'as oublié, même si elle t'a convaincu que tu n'es rien sans sa sophistication et son vernis, tu n'es pas rien. Fils, tu ne l'as jamais été, ouvre le coffre-fort. Reprends ce qui est à toi, et quand tu auras fini, quand tu auras gagné, parce que tu gagneras, peut-être visite la tombe de ton vieux père. Raconte-moi, j'aimerais savoir comment cela finit. Avec amour, papa, P.S. Ne fais confiance à personne qu'elle a touché. Adrian Watts est son partenaire dans cela. Il l'a été depuis le début. C'est le frère cadet de Joel. Celui qu'elle baisait pendant qu'elle était mariée à Joel. Ils ont monté cette arnaque ensemble depuis une décennie. La vision de Wesley se brouilla. Il s'effondra à genoux, serrant la lettre. Son père avait su, pendant des années. Warren avait su, et il avait préparé pour ce moment exact. Wesley seul, détruit, sans nulle part ailleurs où se tourner. Vieux salaud rusé, murmura Wesley. Tu ne pouvais pas juste me le dire? Mais il savait pourquoi. À 35 ans, amoureux, au sommet du succès, Wesley l'aurait écarté, aurait défendu Brandy, aurait coupé son père de sa vie plutôt que de croire que la femme qu'il aimait était une prédatrice. Warren avait connu son fils, avait su que Wesley avait besoin de tomber avant de pouvoir se battre. Avec des doigts tremblants, Wesley tourna la combinaison, l'anniversaire de sa mère, et le folie du tout Sion.
Le coffre-fort s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvait son héritage, le vrai. Chapitre 3. L'arsenal. Le coffre-fort contenait 3 niveaux de révélation, chacun plus dévastateur que le précédent. L'étagère du haut contenait des documents dans des pochettes étanches. Wesley les étala sur le sol de la pièce cachée, son esprit d'architecte organisant l'information comme des plans. D'abord, l'histoire réelle de Brandy. Rapport d'enquêteur privé. Photos. Documents confirmant les 2 mariages précédents que Warren avait mentionnés, mais aussi un 3e. Un magnate de l'immobilier au Nevada qui était mort mystérieusement d'une overdose de drogue dans une chambre d'hôtel à Vegas. Brandy était là, elle avait appelé le 911, elle avait hérité de 4 millions de dollars et de 3 propriétés locatives. Chaque homme avait été réussi, self-made. Fier, chacun était mort ou avait été détruit dans les 5-7 ans suivant le mariage avec elle. Le schéma était clair, elle était une veuve noire et Wesley était censé être la victime numéro 4. Deuxièmement, preuve de la conspiration avec Adrian Watts, photos de surveillance les montrant ensemble des années avant que Wesley n'engage Adrian comme partenaire. Relevé bancaire. Comment Warren les avait-il obtenus? Révélant de l'argent coulant des comptes de Brandy vers ceux d'Adrian. Emails. Imprimés et annotés de l'écriture de Warren, c'est eux planifiant l'arnaque du projet Riverside. Elle t'a convaincu de faire entrer Adrian et t'a convaincu d'utiliser son ami entrepreneur. Cet entrepreneur a surfacturé de 40%. Les 3 se sont partagés la différence. Tu as payé pour leur complot? L'estomac de Wesley se retourna. Projet après projet, il avait fait confiance aux recommandations d'Adrian. Combien avait-il volé? Des millions, probablement des dizaines de millions sur 8 ans. Troisièmement, documents légaux, brouillon d'accord prénuptial de l'écriture de Brandy que Wesley n'avait jamais vu, jamais signé, mais qui portait une signature forgée. Déposition de ses divorces précédents. Caviardé mais disponible par les connexions mystérieuses de Warren. Enregistrement d'appels téléphoniques entre Brandy et Gail Sullivan. Son avocate, discutant de stratégie pour le saigner à blanc des mois avant de déposer pour divorce, elle s'est enregistrée en commettant une fraude. Wesley respira. Ils l'ont tous fait, mais ces documents n'étaient pas seulement des preuves. C'étaient des munitions. L'étagère du milieu contenait des ressources financières, obligations et certificats d'action. Tous au nom de Wesley seulement, émis par des comptes offshore que Warren avait établis, estimation conservatrice. 40 millions de dollars gagnés et cachés pendant la carrière mystérieuse de Warren. Les documents de transfert étaient tous légaux, tous propres. Cet argent n'avait jamais touché les biens matrimoniaux. Brandy ne pouvait pas le réclamer parce qu'elle ne savait pas qu'il existait. Papa, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Une enveloppe séparée contenait une lettre de quelqu'un nommé Marvin Gates, écrite sur du papier blanc sans en-tête. Warren était l'homme le plus fin que j'ai jamais connu. Il m'a sauvé la vie à Peshawar, et je lui dois tout. Les ressources dans ce coffre-fort sont son legs. Gagné honnêtement malgré ce que notre gouvernement dirait. Il voulait te protéger. Si tu as besoin d'assistance qui va au-delà des moyens légaux, appelle-moi, le numéro est mémorisé, pas écrit, dis que le Ponderosa se souvient, et je saurai que tu es le fils de Warren. Un numéro de téléphone suivait, avec un deuxième numéro à une encre différente. Si je suis mort ou injoignable, appelle celui-ci, demande Kelvin Park, même phrase code. Nom de Dieu, papa, tu étais un espion? Cela expliquait tout. Les absences inexpliquées pendant l'enfance de Wesley, les hommes en costume qui visitaient occasionnellement le ranch, l'insistance de Warren sur la vie privée, ses compétences avec les armes et les tactiques. CIA, peut-être, ou quelque chose d'encore plus sombre. L'étagère du bas contenait des outils pratiques, 4 téléphones jetables avec chargeur, 3 passeports, tous américains, tous légitimes, tous portant la photo de Wesley mais des noms différents, 50 000 $ en liquide. Principalement des billets de 100, un Beretta 9 mm avec munitions et un permis de port dissimulé sous une de ses identités alternatives. Et un journal en cuir rempli des notes de Warren, observations sur Brandy, sur Adrian, sur leur réseau d'aidants, l'entrée finale, datée 1 semaine avant la crise cardiaque de Warren, disait « Wesley ne veut toujours pas écouter. Brandy a ses crochets profondément enfoncés, mais je lui ai donné les outils. Quand elle frappera, et elle le fera. Il aura tout ce dont il a besoin. J'espère juste qu'il a le cran de l'utiliser. Je l'ai élevé dur, mais New York l'a ramolli. Nous verrons si le ranch est encore en lui. Une chose que je sais, les hommes poules n'abandonnent pas. Nous revenons plus durs. Nous revenons plus intelligents. Nous revenons vengeurs. Elle veut une guerre. Elle en aura une.
Wesley resta assis dans cette pièce cachée pendant 3 heures, lisant et relisant les documents, formulant un plan. La rage qui l'avait animé depuis le divorce, chaude et inutile, se refroidit en quelque chose de plus tranchant. Calcul, stratégie. Brandy et Adrian avaient joué un long jeu, des années de manipulation, de vol, de positionnement. Ils avaient été patients, méthodiques. Bien, ils pouvaient être patients aussi. Son téléphone vibra, la barre de signal captant un message de Shane Atkins. « Tu es vivant là-bas ? Pas de nouvelles depuis 4 jours. Je m'inquiète. » Wesley répondit « Je vais bien. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Mon père m'a laissé plus qu'une maison. Il m'a laissé un coffre de guerre. » La réponse de Shane vint immédiatement, cryptique mais intrigante. Besoin d'aide. Wesley considéra Shane était journaliste, d'investigation, respecté, avec des sources dans les forces de l'ordre et le gouvernement. Il avait exposé de la corruption dans la planification urbaine qui avait envoyé 2 officiels en prison fédérale. Il était intelligent, loyal et surtout n'avait jamais rencontré Brandy avant le divorce. Peut-être, peux-tu venir au Montana ? J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Pour toi, bien sûr, je prends un vol demain, envoie-moi l'adresse. Wesley fournit les indications, puis passa le reste de la soirée à photographier des documents avec un des téléphones jetables. Il organisa les fichiers, créa des sauvegardes, commença à bâtir un dossier qui ferait pleurer le FBI de joie. Mais il n'irait pas au FBI, pas encore. La lettre de Warren avait insisté sur les outils et le message de Marvin Gates suggérait des ressources au-delà des forces de l'ordre. Wesley avait appris quelque chose en 12 ans avec Brandy. Le système légal favorisait quiconque racontait la meilleure histoire. Brandy avait convaincu un juge qu'il était un père absent, dangereux, basé sur des mensonges et de la manipulation. 2 pouvaient jouer à ce jeu. Alors que la nuit tombait sur la prairie du Montana, Wesley se tenait sur le porche que son père avait construit, regardant les étoiles obscurcies à New York par la pollution lumineuse. Ici, la Voie lactée brillait comme une rivière de diamants. Il connaissait les constellations autrefois. Warren lui avait enseigné, utilisant les mêmes cartes que le père de Warren avait utilisées, Orion, Cassiopée, la grande ours pointant vers Polaris. Navigue par les étoiles, disait Warren autrefois. Quand tout le reste échoue, elles sont encore là. Constante et vraie, Wesley avait perdu son chemin. Il avait chassé le succès et la sophistication, essayant de prouver qu'il était plus qu'un fils d'éleveur. Il avait laissé Brandy le définir, le modeler, lui faire oublier qu'il venait d'hommes qui survivaient par l'habileté et la détermination obstinée. Plus maintenant, son téléphone sonna, un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il répondit prudemment « Wesley Poole », une voix de femme, professionnelle mais tendue, qui demande « Je m'appelle Constance Jennings. J'étais mariée à Phil Orozco, le premier mari de Brandy. Votre père m'a contacté il y a des années, a dit que si quelque chose vous arrivait, je devrais vous joindre. J'ai vu les nouvelles sur votre divorce. Je suis tellement désolé. » Le cœur de Wesley battit. « Vous connaissiez mon père ? Seulement par correspondance. Il m'a trouvé après Phil, après que le divorce l'ait détruit. Poole voulait que je sache que je n'étais pas seul, que Brandy était un schéma, pas une anomalie. Il pensait qu'un jour, nous aurions besoin de nous entraider. Phil est mort. Suicide. 3 ans après qu'elle l'ait quitté, il n'a jamais récupéré financièrement ou émotionnellement. Elle a tout pris. Poole, son entreprise, sa maison, sa réputation, puis elle est passée à sa prochaine victime. Wesley ferma les yeux. Joel Watts, le frère d'Adrian. Oui, je ne savais pas pour lui jusqu'après la mort de Phil. Quand j'ai commencé à enquêter, il y a un schéma remontant encore plus loin. J'ai des preuves, si vous les voulez. Votre père a dit que vous auriez besoin d'alliés quand le moment viendrait. J'en ai besoin. Dieu, j'en ai vraiment besoin. Alors parlons de comment la faire tomber. Chapitre 4. Le Conseil des fantômes. Shane Atkins arriva à la ferme avec 3 sacs de voyage et un ordinateur portable qui avait plus de puissance de traitement que les ordinateurs de la NASA pour l'alunissage. À 37 ans, il était passé de fauteur de troubles à l'université à finaliste Pulitzer, son journalisme d'investigation renversant des politiciens corrompus et exposant des malversations d'entreprises. Il portait son uniforme habituel, jeans, flanelle et une expression sceptique. « Nom de Dieu !»« Wes !» dit Shane, examinant la ferme délabrée. « Je sais que tu as un moment country, mais c'est post-apocalyptique. C'est chez moi !» Wesley aida à porter les sacs à l'intérieur. Où ça l'était ? Où ça le sera à nouveau ? Je ne sais plus. Les yeux perçants de Shane captèrent les planches réparées du porche, le toit réparé,
Tu as été occupé, thérapie par la menuiserie. Quelque chose comme ça? Viens, je dois te montrer quelque chose. Dans la pièce cachée derrière le mur du bureau, le scepticisme de Shane s'évapora, il feuilleta les documents de Warren avec la vitesse pratiquée d'un journaliste, absorbant l'information et jetant des regards. Occasionnellement, il s'arrêtait, relisait quelque chose, laissait échapper un sifflement bas. « Ton père était à la CIA ?» dit Shane enfin. « Ou quelque chose d'adjacent. Ces rapports d'investigation utilisent des techniques d'espionnage, des méthodes de surveillance, de traçage financier que les civils ne peuvent pas accéder. Et ce contact Marvin Gates, c'est un fantôme. J'ai entendu des rumeurs sur des gens comme ça, des opérateurs hors livre qui gèrent des problèmes que le gouvernement ne peut pas reconnaître officiellement. Tu penses qu'il est réel? Une seule façon de le savoir, Shane sortit son propre téléphone, chiffré, il l'avait mentionné une fois. Bien que Wesley n'ait pas demandé pourquoi un journaliste avait besoin de sécurité de niveau militaire, mais d'abord, dis-moi ce que tu planifies, parce que ce n'est pas juste une collecte de preuves. Ton père t'a construit un arsenal? Wesley expliqua. Constance Jennings, l'ex-femme de Phil Orozco, avait passé 6 ans à documenter le schéma de Brandy. Elle s'était connectée avec les familles de 2 autres victimes, des hommes qui avaient été détruits par Brandy avant ses mariages, des femmes qu'elle avait arnaquées dans des deals d'affaires, un réseau entier de casualties. Brandy n'est pas juste une chercheuse d'or, dit Wesley, c'est une prédatrice. Elle trouve des hommes réussis, les étudie, devient leur partenaire parfaite. Puis elle les détruit systématiquement, financièrement, émotionnellement, légalement, elle y prend plaisir. Shane. La cruauté est le but, et Adrian, son partenaire permanent, ils ne sont pas juste des amants, ils sont une équipe, ils jouent l'ami de confiance, l'associé en affaires fiable, gagne accès aux finances, crée des vulnérabilités, puis elle déclenche le divorce, prend tout, et ils se partagent les gains, déménagent dans une nouvelle ville, nouvelles identités, nouvelles victimes. Shane resta silencieux, traitant. Combien de victimes au total? Constance pense 7 que nous pouvons prouver. Probablement plus que nous n'avons pas trouvé. Vol combiné au nord de 200 millions de dollars sur 15 ans. Putain de merde. Shane s'assit lourdement sur la vieille chaise de bureau de Warren. Ce n'est pas une affaire de divorce. C'est du crime organisé? Ouais. Et le système légal n'aidera pas? Elle est trop intelligente. Trop connectée. Au moment où les avocats trient les comptes offshore et les documents forgés, elle et Adrian auront disparu. Ils l'ont fait avant. Alors quel est ton plan? Wesley sortit le journal de son père, ouvert à une page marquée. Papa a écrit quelque chose ici? La loi est un outil, pas une solution. Parfois tu dois contourner la loi pour atteindre la justice. Il savait que j'aurais besoin de plus que des preuves. J'aurais besoin de devenir quelqu'un de différent, quelqu'un prêt à faire ce qui est nécessaire. L'expression de Shane durcit, définit nécessaire. Je ne tuerai personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Mais je les détruirai comme ils m'ont détruit. Systématiquement, complètement, sans pitié. J'en suis, dit Shane immédiatement. Mais on fait ça intelligemment, pas de conneries de cow-boy. On rassemble chaque bribe de preuve, on documente tout. Et on coordonne notre coup pour un impact maximum. Ton père t'a donné des armes? Assurons-nous de viser correctement avant de tirer. Au cours de la semaine suivante, la ferme se transforma en centre d'opération. Shane installa des communications sécurisées, partage de fichiers chiffrés, équipement de forensics digital. Constance Jennings vola de Californie, une femme fragile dans la cinquantaine qui avait vieilli durement par le chagrin mais dont les yeux brûlaient de détermination. Phil était un bonhomme, dit Constance, étalant ses fichiers sur la table de cuisine. Drôle. Généreux, peut-être trop confiant, Brandy l'a trouvé à un gala de charité 6 mois plus tard. Ils étaient mariés. 2 ans après, il était en faillite et suicidaire. Elle avait apporté des photographies. Phil Orozco avant Brandy, robuste, souriant, confiant. Phil après, maigre, hanté, bateau. La photo finale était son avis de décès. Elle a fait cela, dit Constance platement. Pas directement. Elle était à 3 états de là quand il a fait l'overdose. Mais elle l'a tué aussi sûrement que si elle avait tenu les pilules. Elle voulait qu'il soit détruit. Et elle a réussi. Wesley étudia la progression des photos, se voyant dans la détérioration de Phil, la même perte de confiance, la même posture défaite. Mais Wesley avait un avantage que Phil n'avait pas, la préparation de Warren. « Parle-moi des autres », dit Wesley. Constance avait des dossiers comme un procureur. Victime numéro 2, Joe Watts, le frère d'Adrian, qui était mort dans un accident de voiture suspect après avoir épousé Brandy.
Son assurance avait payé double pour mort accidentelle. Victime 3, un promoteur immobilier du Nevada, overdose de drogue. Victime 4, Wesley. Mais il y en avait plus, des hommes qui avaient survécu, mais avaient été ruinés financièrement, des femmes qui avaient entré en partenariat d'affaires avec Brandy et avaient tout perdu. Un schéma de destruction remontant aux premières années de Brandy. Elle fait cela depuis qu'elle a 19 ans, dit Constance. Commencé petit, fraude à la carte de crédit, arnaque de séduction, a progressé. Adrien l'a rejointe il y a 8 ans, après la mort de son frère, rejoint. Ou manipulé, demanda Shane. Les deux, probablement. Le don de Brandy, c'est de rendre les gens complices. Elle trouve leur faiblesse, avidité, luxure, ambition, et l'exploite. Adrien voulait l'argent de son frère et la femme de son frère. Elle lui a donné les deux, l'a rendu dépendant, l'a transformé en son complice. Wesley absorba cela. Donc Adrian est une victime aussi, une victime qui est devenue victimiseur. Constance corrigea, ne gaspille pas de sympathie. Il l'a aidé à détruire au moins 4 personnes que nous connaissons. Il a choisi cette vie. Shane avait tapé furieusement, croisant des bases de données, trouvé quelque chose. Le nom de naissance de Brandy était Brandy Freeman. Né en Arkansas. Dossier juvénile scellé, mais indice de charge de fraude à 16 ans. Mineure émancipée. Pas de diplôme universitaire malgré qu'elle prétende Stanford sur son CV. Tout sur sa persona publique est fabriqué. Pouvons-nous utiliser cela ? Demanda Wesley. Nous pouvons tout utiliser. Mais voici ce que je pense. Nous ne l'exposons pas juste, nous la piégeons. Elle est avide. Non, elle ne peut pas résister à un coup. Alors nous lui en donnons un. Quelque chose d'irrésistible. Et quand elle tend la main, nous la prenons. Wesley sentit quelque chose se mettre en place. Les terres du Montana. Elle a demandé à mon père sur les actifs. Elle sait que j'ai hérité de la propriété 28 hectares, dit Shane. Vaut peut-être 2 millions de dollars au taux actuel du marché. Mais, et si elle pensait que cela valait plus ? Et si elle pensait qu'il y avait quelque chose ici, droit minier, pétrole. Quelque chose d'assez précieux pour justifier de venir après toi à nouveau. Constance sourit froidement. Elle a déjà tout pris dans le divorce. Mais si elle découvrait qu'elle avait manqué quelque chose d'énorme, quelque chose qui ferait paraître ses scores précédents petits, elle reviendrait pour cela ? Wesley termina. Et cette fois, nous serions prêts ? Exactement. Shane afficha des études géologiques sur son ordinateur portable. Le Montana a des dépôts de schiste bitumineux. Cette zone n'a pas été entièrement étudiée depuis 20 ans. Nous fuyons. Information qui suggère que ta propriété est sur une réserve valant 50 millions de dollars. Brandy l'entend, ne peut pas résister, elle vient ici, et c'est n'importe quelle arnaque qu'elle planifie ensuite. Et nous la prenons la main dans le sac. C'est bien, admit Wesley. Mais comment garantissons-nous qu'elle morde à l'hameçon ? Constance sortit un téléphone jetable. Je suis resté en contact avec certaines familles de ses victimes précédentes. Elles sont dans des groupes de soutien au deuil en ligne. Des forums privés. Brandy surveille cela. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle aime voir les dommages qu'elle a causés. Nous commençons à lâcher des indices là. Discussion sur ton héritage. Sur des études géologiques. Sur un veuf assis sur une fortune qu'il ne connaît même pas. Elle le verra comme une affaire inachevée, ajouta Shane. Celui qui s'est échappé. Et avec Adrian, elle aura la main-d'œuvre pour essayer quelque chose d'agressif. Wesley regarda le journal de son père, encore ouvert sur la table. Warren avait écrit « Un bon piège utilise la nature de ton ennemi contre lui. Avidité, orgueil, cruauté, ce sont des armes si tu sais comment les viser. Faisons-le, dit Wesley. Mais je veux ajouter quelque chose. Quand elle viendra, je veux Cameron ici. » Silence choqué. « Wes, nous ne pouvons pas impliquer ton fils. » Shane commença. « Je ne l'implique pas dans le danger, mais je veux qu'il voie qui est vraiment sa mère. Le tribunal lui a donné la garde parce qu'elle leur a vendu une histoire. Je veux que Cameron voie la vérité avant qu'elle ne l'empoisonne contre moi pour toujours. Il a 11 ans, pas stupide. Il mérite de savoir. » Constance hocha lentement la tête. « Risqué, mais je comprends. Les enfants de Phil ont cru au mensonge de Brandy sur leur père. Ils pensent qu'il était faible, instable. La vérité aurait pu leur épargner des années de confusion. Pouvons-nous l'extraire en sécurité ? Demanda Shane. Wesley sourit, pas amicalement, mais de manière prédatrice. J'ai des droits de visite supervisés et je connais quelqu'un qui peut aider à faire en sorte que cette visite se passe ici. Il prit un des téléphones jetables et composa le numéro que Marvin Gates avait laissé. Ça sonna 2 fois. Une voix grave répondit « Qui est-ce » Le Ponderosa se souvient. Une pause. Puis Wesley Poole. Le garçon de Warren,
Je me demandais quand tu appellerais... Chapitre 5. Le piège exposé Marvin Gates arriva un mardi, conduisant une voiture de location qui hurlait « agent fédéral », essayant de se fondre. Il avait 62 ans, bâti comme un ancien linebacker un peu ramolli, avec des cheveux argentés et des yeux qui ne rataient rien. Il embrassa Wesley comme de la famille. « Ton père m'a sauvé la vie en 94, » dit Marvin sans préambule. « Peshawar, comme j'ai écrit, des insurgés nous avaient coincés. Warren a marché à travers les tirs pour me tirer de là. N'a même pas tressailli. Je lui devais tout. Cette dette se transfère à toi. » Ils s'assirent sur le porche, maintenant entièrement réparé. Grâce au travail de Wesley, pendant que Marvin examinait les documents, c'est des preuves de niveau fédéral, dit Marvin, fraude électronique, fraude postale, conspiration. Peut-être meurtre, si nous pouvons prouver que l'accident de Joel Watts n'était pas accidentel. Pourquoi n'allez-vous pas au FBI? Parce qu'elle disparaîtra, dit Wesley. Elle a des comptes offshore, de fausses identités, un réseau d'aidants. Au premier indice d'enquête fédérale, elle et Adrian s'évaporent en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud. Je ne reverrai jamais mon fils. Intelligent. Mais quelle est ton alternative? Wesley exposa le plan, attirer Brandy au Montana avec des promesses de richesses cachées, la prendre en flagrant délit d'actes criminels et rassembler assez de preuves pour la détruire complètement. Pas juste légalement, socialement, financièrement, psychologiquement, la rendre toxique, rendre impossible pour elle de jamais refaire cette arnaque. Tu veux la destruction totale? Observa Marvin. Terre brûlée, elle a essayé de m'effacer, c'est fair play. Marvin considéra. Je peux aider avec le garçon? Je connais des gens au service de protection de l'enfance, au tribunal de la famille. Nous pouvons arranger une modification temporaire de garde basée sur tes circonstances améliorées, maison stable, revenu légitime de l'héritage de ton père, préoccupation sur le bien-être de l'enfant, c'est réglo. Pour la plupart, le juge l'approuvera. Il me doit une faveur, mais les papiers seront légitimes. Si quelqu'un vérifie, ça tiendra. Shane sortit de la maison avec du café frais. Constance vient de raccrocher avec son contact du groupe de deuil. Les graines sont plantées. Des fils de discussion sur la fortune pétrolière inexplorée de Wesley Poole se répandent. Constance s'est assurée qu'ils soient visibles. Mais pas évidemment faux. Combien de temps jusqu'à ce que Brandy les voie? Demanda Wesley. Elle surveille ces groupes quotidiennement. Constance appela de l'intérieur. Je dirais 48 heures maximum. En fait, cela a pris 36 heures. Le téléphone de Wesley, son officiel, pas le jetable, sonna jeudi matin. Un numéro inconnu de Manhattan. Il le laissa aller sur messagerie, puis écouta avec Shane et Marvin pressés près. Wesley. C'est Gail Sullivan. La voix de l'avocate dégoulinait de fausses sympathies. J'appelle au nom de Brandy. Elle est préoccupée par le bien-être de Cameron. Il y a des rapports que tu vis dans des conditions inférieures et elle s'inquiète pour tes visites supervisées. De plus, nous avons entendu que tu as peut-être reçu un héritage que tu n'as pas divulgué pendant les procédures de divorce. Nous devons en discuter immédiatement. Rappelle-moi, Wesley joua le message 3 fois. Elle bouge déjà, plus vite que je m'y attendais. Admit Shane. Elle doit vraiment penser qu'il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que je fais? Marvin sourit. Tu rappelles, tu sonnes vaincu, brisé. Tu admets que tu restes à la maison de ton père, une vieille ferme sans valeur, parce que tu ne peux pas te permettre autre chose. Tu mentionnes en passant qu'une compagnie t'a contacté sur des études minérales, mais que tu n'as pas suivi parce que tu es trop déprimé pour t'en soucier. Plante l'hameçon doucement. Wesley pratiqua l'appel avec Marvin coachant. Ton inflection. Désespoir soigneusement fabriqué. Puis il composa. Gail Sullivan répondit immédiatement. Monsieur Poole, merci de me rappeler. Qu'est-ce que vous voulez? Wesley laissa l'épuisement saigner dans sa voix. Vous n'avez pas pris assez. Ce n'est pas surprendre. Monsieur Poole, c'est sur assurer la sécurité de Cameron. Nous avons des préoccupations sur ta situation de vie. Je reste chez mon père au Montana. Ce n'est pas le Penthouse, mais c'est un abri. Es-tu employé? Je prends du temps pour comprendre les choses. Ah, c'est vrai. Écoute, Mademoiselle Sullivan, je n'ai plus rien. Vous vous en êtes assuré? La maison tombe en morceaux. Je suis fauché. Et mon propre fils pense que je suis un monstre. Qu'est-ce que vous voulez de plus de moi? Une pause. Il pouvait presque l'entendre calculer. Brandy a mentionné que ton père possédait des terres, une superficie significative. 28 hectares de prairies sans valeur. Je ne peux même pas la vendre. Les valeurs immobilières ici sont au plus bas. Je vois une autre pause. Il y avait mention de dépôts minéraux potentiels. Une compagnie a envoyé une lettre sur l'étude pour du schiste bitumineux.
Je l'ai jeté, même s'il y a du pétrole, ça prendrait des années et des millions pour l'extraire. Je n'ai pas des millions, je n'ai même pas des milliers. Néanmoins, tout actif potentiel de l'héritage de ton père aurait dû être divulgué. Ce n'était pas partie de l'héritage qui est passé par l'homologation. Wesley interrompit. Papa l'a mis dans un trust séparé il y a des années, spécifiquement exclu des biens matrimoniaux. Votre propre dépôt de divorce reconnaissait que j'ai hérité de biens immobiliers d'un trust pré-mariage. C'est dans les documents. Silence. Elle vérifiait. Il pouvait entendre les clics de clavier. Ça semble être le cas, dit enfin Gail. Cependant, si la propriété apprécie significativement en valeur, alors peut-être que je pourrais me permettre un appartement quelque part, mais c'est théorique. En ce moment, je vis dans un taudis et essaie de ne pas me faire sauter la cervelle. La cruauté de la déclaration était calculée. Parler de suicide alarmerait Brandy. Elle voudrait bouger avant que Wesley ne fasse quelque chose de permanent. Monsieur Poole, ce genre de langage est préoccupant. Peut-être devrions-nous impliquer des services de santé mentale. Ne fais pas ça, claqua Wesley. N'ose pas utiliser ma dépression comme une autre arme. Je gère, je survis, juste laisse-moi tranquille. S'il te plaît, il mit fin à l'appel, les mains tremblantes, pas de peur, mais de rage d'avoir dû jouer le faible. Parfait, dit Marvin. Tu sonnais brisé, mais pas suspect. Et tu lui as donné juste assez de détails pour confirmer les rumeurs sans sembler que tu l'appâtais. Shane surveillait déjà des forums du dark web où les activités précédentes de Brandy avaient été discutées. Elle recherche les droits miniers du Montana en utilisant un serveur proxy, mais mon logiciel a capté son empreinte digitale. Elle est intéressée. Maintenant, nous attendons, dit Constance. Elle enverra quelqu'un pour vérifier, probablement pas Adrian, trop évident. Elle utilisera un proxy, quelqu'un pour explorer le lieu. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Samedi, un homme prétendant être de Billings Land Surveys frappa à la porte de Wesley. Il était jeune, nerveux. Clairement embauché pour du cash, Wesley joua le veuf brisé, lui fit visiter la propriété, mentionna la vieille lettre d'étude. « Penses-tu qu'il y a vraiment du pétrole ?» demanda Wesley, voix creuse d'espoir faux. « Ne peut pas dire sans études appropriées, » répondit l'homme. « Mais cette zone a du potentiel. Du vrai potentiel ?» Après son départ, Shane pista sa voiture jusqu'à un motel de Billings. 2 heures plus tard, le géomètre rencontra une femme correspondant à la description de Brandy. Couleur de cheveux différente, lunettes. Mais définitivement, elle est ici, dit Shane, montrant à Wesley les photos de surveillance. En Montana, elle n'a pas pu s'en empêcher. Wesley fixa les photos de son ex-femme, ses mains se serrant en poing. Elle semblait confiante, animée, excitée. C'était un jeu pour elle, sa vie. Son fils, l'héritage de son père, tous juste des pièces sur son échiquier. Bien, dit Wesley doucement, laisse-la venir. Laisse-la penser que je suis encore brisé. Laisse-la penser qu'elle a déjà gagné. Marvin vérifia son arme. Unsichtbare Person 26. Totalement illégal pour un civil de porter dans la plupart des circonstances, mais Marvin opérait dans des zones grises. Quand elle fera son coup, nous devons être prêts. Elle ne viendra pas seule. Adrian sera avec elle. Probablement d'autres. J'aurai les caméras en marche, dit Shane. Chaque centimètre de cette propriété est couvert, audio et vidéo, admissible en tribunal. Constance sortit un dossier et j'ai préparé des déclarations des familles des victimes précédentes. Une fois que nous l'aurons sur caméra comme étant un crime, nous lâchons tout le paquet. Preuves, témoignages, documentation, FBI, police d'État, IRS, tout le monde. Elle n'aura nulle part où se cacher. Wesley regarda les 3 personnes qui étaient devenues son armée improbable, un espion à la retraite, un journaliste d'investigation et une veuve cherchant justice. Et lui, l'architecte qui avait appris à être un guerrier, une chose de plus, dit Wesley. J'ai l'ordre du tribunal. Cameron vient ici le week-end prochain pour visite supervisée. L'ami de Marvin a accéléré l'approbation. Tu es sûr de ça ? Demanda Shane. Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. J'ai besoin qu'il voie, besoin qu'il sache que je ne l'ai pas abandonné, que je ne suis pas le méchant que sa mère a peint. Alors on bouge vite, dit Marvin. N'importe ce que Brandy planifie, elle voudra exécuter avant la visite. Elle ne peut pas risquer que Cameron soit témoin de quoi que ce soit. Sauf si, dit Constance lentement, elle planifie d'utiliser Cameron comme levier. La température dans la pièce chuta. Élabore, dit Wesley, sa voix arctique. Si elle peut te provoquer en violence ou comportement erratique pendant la visite, elle peut l'utiliser pour terminer tes droits, définitivement.
te pousser jusqu'à ce que tu craques, le documenter, te détruire légalement et définitivement. Wesley vit la logique, c'était exactement le style de Brandy. Patient, cruel, utilisant son amour pour son fils comme une arme contre lui. Alors nous faisons notre coup d'abord, dit Wesley. Avant que Cameron arrive, nous déclenchons n'importe ce qu'elle planifie, contrôlons les circonstances et finissons cela. Comment déclenchons-nous ? Demanda Shane. Wesley sourit. Et ce n'était pas un gentil sourire. J'appellerai Adrian. Lui dirai que je sais tout. Lui dirai que j'ai des preuves. Lui dirai que je vais au FBI lundi matin. Il avertira Brandy, dit Marvin. Exactement. Et elle paniquera. Les gens qui paniquent font des erreurs. Elle viendra ici ce soir ou demain, essaiera de m'acheter, me menacer, quelque chose, et nous serons prêts. C'est agressif, avertit Constance, pourrait mal tourner de 100 façons. J'en ai fini d'être prudent. Fini de jouer la défense ? Wesley prit son téléphone. Mon père a passé 30 ans dans l'ombre, préparant pour les menaces. Il m'a donné des outils pour une raison, tant de les utiliser. Il composa le numéro d'Adrian, ça alla sur messagerie. Adrian, c'est Wesley. Nous devons parler. J'ai trouvé des documents intéressants dans la maison de mon père, sur toi et Brandy, sur Phil Orozco, Joel Watts, et un schéma de fraude remontant 15 ans. J'ai des relevés bancaires, conversations enregistrées, signatures forgées, tout. Je l'emmène aux procureurs fédéraux lundi matin, sauf si toi et Brandy venez ici pour discuter d'une résolution. Demain, seul, pas d'avocat, pas de jeu, juste nous trois, comme au bon vieux temps. Tu sais où je suis ? Il mit fin à l'appel. Nom de Dieu, souffla Shane. C'était de l'appât, termina Marvin, de l'appât agressif. Elle fuira ou attaquera, 50-50, Elle ne fuira pas, dit Constance avec certitude. Elle est trop arrogante. Elle pense que Wesley est encore le pigeon doux qu'elle a épousé. Elle viendra ici pour l'intimider, peut-être faire disparaître les preuves. Wesley chargea le Beretta de son père, vérifia le chargeur, chambra une balle. Alors donnons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Chapitre 6. La tempête se rassemble. Ils vinrent à l'aube dimanche. Plutôt que Wesley s'y attendait, les alarmes périmétriques de Marvin bipèrent. 2 véhicules approchant sur la route d'accès, les caméras de surveillance de Shane les captèrent, un SUV Mercedes noir et une Tesla argentée. Plaque de location, Brandy et Adrian dans la Mercedes. 2 hommes que Wesley ne reconnaissait pas dans la Tesla, Grands, visage de pierre, professionnel, du muscle dur. Merde, murmura Marvin, elle a amené de la sécurité. Ça vient de se compliquer. Wesley regarda les moniteurs depuis la pièce cachée. Constance était partie la nuit précédente. Son rôle dans la phase publique terminé, maintenant c'était juste Wesley, Shane et Marvin, et 4 personnes hostiles approchant avec des intentions inconnues. Ils se garent, narra Shane. Brandy et Adrian sortent. Les 2 gars restent avec les voitures, positionnement de sécurité standard. Le cœur de Wesley battit, mais ses mains étaient fermes. Il avait passé la nuit à revoir les notes de combat de Warren, principe de défense, tactique de négociation, quand combattre, quand désamorcer. Une phrase resta « Ne tire jamais une arme sauf si tu es prêt à l'utiliser, mais n'entre jamais dans une confrontation sans arme. » Il glissa le Beretta dans sa ceinture, dissimulé sous une chemise de flanelle. Marvin avait un holster d'épaule sous sa veste. Shane, pacifiste par nature, portait seulement un téléphone avec 911 précomposé. « Laisse-les venir à la maison », instruisit Marvin. « Nous avons l'avantage du terrain, dispositif d'enregistrement partout. Nous restons calmes. Laisse-les parler. Capture n'importe ce qu'ils planifient sur vidéo. » Wesley monta les escaliers de la pièce cachée, fermant la porte secrète. Pour Brandy et Adrian, cela ressemblerait à une ferme ordinaire. Ils ne sauraient pas pour les armes. La surveillance, la préparation, le coup frappa fort et exigeant. Wesley ouvrit la porte. Brandy se tenait sur le porche, et le souffle de Wesley se coupa malgré lui. Elle portait du casual de créateur, jeans qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, un pull en cachemire, des bottes qui n'avaient jamais vu de vrai bout. Ses cheveux auburn captant la lumière du matin, et son visage montrait un maquillage parfaitement appliqué qui semblait naturel. Elle avait toujours été belle, c'était partie de son pouvoir. « Wesley !» dit-elle voix froide. « Nous devons parler. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. » Adrien poussa en avant, sa mâchoire encore légèrement enflée du coup de Wesley dehors, le palais de justice. « Tu as fait des menaces, des accusations. Nous sommes ici pour te remettre les pendules à l'heure. Sur quelle partie ? La fraude, le détournement.
La conspiration pour me détruire qui court depuis des années. Les yeux de Brandy se plissèrent. Laisse-nous entrer. Sauf si tu veux que tes voisins entendent cette conversation. Je n'ai pas de voisins. Les plus proches, à 6 kilomètres. Laisse-nous entrer. Wesley s'écarta. Ils entrèrent. Adrian marchant avec une confiance agressive, Brandy bougeant comme un chat, belle et prédatrice. Elle examina le salon avec un dégoût non dissimulé. Nom de Dieu, Wesley, tu vis vraiment dans ce taudis? Je pensais que tu exagérais. Pas tous ont volé des millions pour rembourrer leur mode de vie. Volet, Brandy rit. J'ai été accordé ce penthouse en tribunal, juste et légal, basé sur parjure, documents forgés, épreuves fabriquées. Adrian s'approcha, intimidant physiquement. Attention, Wes, la diffamation est un crime. Comme l'agression, dit Shane, émergeant de la cuisine. Et tu as amené 2 gars qui semblent spécialisés en cela. Les yeux d'Adrian se tournèrent vers Shane. Qui es-tu, bordel? Ami de la famille. Témoin, journaliste avec un diplôme de droit et un dispositif d'enregistrement. Shane leva son téléphone. Tout ce que vous dites ici est documenté. Souriez pour la caméra. La composure de Brandy craqua légèrement. Enregistrer sans consentement est illégal au Montana. État à consentement unique. Corrigea Shane. Wesley consent. Ça le rend légal. S'il vous plaît, continuez à confesser. Marvin descendit des escaliers, bougeant avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait géré pire que 2 voyous dans une voiture. Il hocha la tête à Wesley mais ne dit rien. Se positionnant entre les visiteurs et l'escalier, tu as amené du renfort, observa Adrien. Peur, Wesley. Prudent, il y a une différence. Vous êtes venu ici avec de la sécurité embauchée, faisant des menaces. Je m'assure juste que tout le monde se comporte. Brandy força un sourire. Recalibrant, ça n'a pas à être conflictuel. Wesley, nous avons entendu sur les terres de ton père, les dépôts pétroliers potentiels, c'est une nouvelle merveilleuse. Tu mérites une victoire après tout ce que tu as orchestré. Tu veux dire, le divorce était douloureux pour nous deux? Ne fais pas. La voix de Wesley coupa. Comme une lame, ne prétends pas que c'était mutuel. Tu l'as planifié pendant des années. Toi et Adrian, j'ai les emails, les transferts bancaires, les photos de surveillance. Tu couchais avec lui pendant que nous étions encore mariés, volant de mon entreprise, me piégeant pour une destruction totale. Tu es paranoïaque, dit Adrian. Délirant, le divorce t'a fait craquer. J'ai des enregistrements de vous deux discutant comment me saigner à blanc, mots de Brandy. Pas les miens, j'ai des preuves de documents forgés, preuves fabriquées, manipulation de témoins. J'ai des témoignages de la veuve de Phil Orozco, de la famille de Joel Watts. Je sais exactement ce que vous êtes. Le masque de Brandy tomba entièrement. La belle épouse de société disparue, remplacée par quelque chose de plus froid. Où as-tu eu ce nom? Phil Orozco, de sa veuve, que tu as aussi détruite avec Joel, ton deuxième mari, qui était mort très commodément dans un accident de voiture qui a payé double sur l'assurance. Ça a été enquêté, pas assez thoroughly, mais ça le sera. Les procureurs fédéraux adorent des cas comme ça. Preuve de schéma. Multiple victims. Fraude inter-État. Vous regardez 20 ans minimum. Adrien bondit. Marvin l'intercepta doucement. Une main sur la poitrine d'Adrian l'arrêtant net. Doucement là. Champion, dit Marvin doucement. Gardons ça civilisé. Qui es-tu, bordel? Demanda Adrian. Partie concernée. Maintenant recule avant que je te fasse reculer. Ils se fixèrent. Adrian, plus jeune et en forme, reconnut quelque chose dans l'immobilité de Marvin. Le genre de readiness qui venait d'un vrai danger. Il recula. L'esprit de Brandy travaillait visiblement, calculant de nouvelles stratégies. Wesley. Clairement, il y a eu un malentendu. Oui, Adrien et moi sommes devenus proches après ton divorce. Hier, tu n'étais jamais émotionnellement disponible. Toujours au travail, j'étais seul. Ça s'est passé... Mais cette théorie du complot? Arrête. Wesley sortit une tablette, appela des fichiers. Voici toi et Adrian ensemble 3 ans avant le divorce. Voici des transferts bancaires de ton compte offshore au sien. Voici le prénup forgé que tu as essayé de soumettre avec ma signature. Sauf que je ne l'ai jamais signé. Et l'analyse forensique le prouve. Il scrolla à travers images, documents, emails, le visage de Brandy blanchi. Comment as-tu... Warren. Ton père? Elle cracha les mots. Ce vieux paranoïaque de salaud, il m'espionnait. Il protégeait son fils. Quelque chose que je n'ai pas apprécié jusqu'à trop tard. Où est cette preuve? Demanda Adrian, voix tendue. Juste ici. Copies. Wesley sourit. Multiple copies. Multiples endroits. La publication de Shane en a une, l'avocat de Warren une autre.
et tout est auto-téléchargé sur un serveur cloud si je ne check-in pas toutes les 12 heures. Vous pourriez brûler cette maison, me tuer, et les preuves surgiraient quand même. Nom de Dieu, souffla Adrian. On est foutu. Tais-toi, claqua Brandy. Puis, à Wesley, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Nous pouvons négocier. Je veux mon fils, garde complète. Et je veux que vous deux soyez poursuivis au maximum de la loi. Ça n'arrivera pas, alors on le fera à la dure. Je dépose chez les procureurs fédéraux demain. Vous serez arrêtés d'ici mardi. Je donne 3 jours avant que chaque média du pays diffuse l'histoire. Socialite de Manhattan et son opération de fraude de 10 ans. Ton visage sur chaque écran. Chaque journal. Tu seras célèbre? Brandy, juste pas comme tu le voulais? Sa main bougea vers son sac. La main de Marvin bougea vers sa veste. Le temps se cristallisa. Tout le monde figé, comprenant que la violence était à un twitch de distance. Ne fais pas, dit Marvin doucement, n'importe ce que tu riches. Garde-le dans le sac. Nous partons tous aujourd'hui. Ou ça empire beaucoup pour tout le monde. La main de Brandy recula. Tu ne peux rien prouver en tribunal? Nous avons des avocats. Vous avez Gail Sullivan, qui a été complice de votre fraude. Elle essaie nommée dans les preuves aussi. Tous ceux que vous avez touchés, tous ceux qui vous ont aidés, ils tombent tous. Adrien suait maintenant. Brandy, nous devons partir. Besoin de réfléchir. Tais-toi. Elle se tourna vers lui, fureur traversant son contrôle. C'est ta faute. Je t'ai dit que Warren Poole était dangereux, que nous devions bouger plus vite. Mais non, tu voulais maximiser le paiement, le traîner, et maintenant, regarde où nous sommes. Ma faute. La voix d'Adrian monta. C'est toi qui as insisté sur le combat de garde, surprendre tout. J'ai dit laisse-lui le gamin, mais tu ne pouvais pas, parce que je le voulais briser, complètement briser. Juste comme Phil, juste comme Joel. Ils le méritaient tous pour être assez stupides pour tomber pour moi. Le silence s'abattit, le téléphone de Shane enregistrait encore, chaque mot, chaque admission, capturé en haute définition. Brandy réalisa son erreur trop tard. Je ne voulais pas dire, si tu voulais, dit Wesley, c'est qui tu es. Tu ne voles pas juste de l'argent, tu détruis les gens parce que tu aimes ça. C'est pourquoi Phil s'est tué, c'est pourquoi Joel est mort. Et c'est pourquoi tu vas en prison. Elle le regarda avec une haine pure. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que ça change quoi que ce soit? J'aurai encore Cameron? Il m'aime. Te hate? Même si tu exposes tout, je l'aurai toujours empoisonné contre toi. En fait, dit Marvin, vérifiant son téléphone, la visite supervisée de Cameron a été avancée. Il arrivera ici dans environ 3 heures, escorté par un gardien nommé par le tribunal. Semble qu'il y avait une erreur cléricale dans l'horaire. Ces choses arrivent. Le visage de Brandy se contorsionna. Tu ne peux pas, j'ai la garde. Et Wesley a une visite ordonnée par le tribunal, maintenant modifiée pour des nuits basées sur ces circonstances améliorées. Tout légal, tout propre. Le garçon sera ici, dans cette maison, pendant que des marshals fédéraux vous servent des mandats. C'est un piège, dit Adrian. Réalisation se faisant. Tout ça, tu nous as appâtés ici. Je vous ai offert une chance de partir discrètement. Wesley corrigea. Vous êtes venu ici pour m'intimider? Peut-être pire. Vous avez amené du muscle embauché, vous m'avez menacé, et maintenant vous avez confessé un schéma de fraude criminelle sur caméra. Ce n'est pas un piège, c'est la justice. Brandy bougea vers la porte. Marvin bloqua son chemin. Tu voudras attendre? Dit Marvin. Ta sécurité dans les voitures. Ils ont actuellement une conversation avec la police d'État du Montana sur des violations d'armes. S'avère qu'ils portent sans permis approprié. Ils seront détenus pour quelques heures. Assez longtemps? Assez longtemps pourquoi? Demanda Brandy. Le téléphone de Wesley bipa. Il regarda le message, puis sourit. Genuinely, pour la première fois en mois, assez longtemps pour que ton passé arrive, dit-il. Constance Jennings est ici, avec les enfants de Phil Orozco, maintenant adultes, et la sœur de Joel Watts, et des représentants des autres familles que tu as détruites. Ils ont tous reçu des copies des preuves. Ils déposent tous des poursuites civiles. Tu combattras des batailles légales pendant des années, même si tu évites la prison. Une voiture crissa sur l'allée de gravier, puis une autre. À travers la fenêtre, Wesley vit 5 véhicules arriver, un convoi de témoins et victimes. « Tu voulais me détruire complètement ?» dit Wesley doucement. « Mais mon père m'a enseigné quelque chose. Tu ne gagnes pas en étant plus fort. Tu gagnes en étant plus intelligent, en préparant, en tournant la force de ton ennemi en faiblesse. » Brandy regarda autour. Piégé dans une ferme au Montana, entouré d'ennemis, sa confession enregistrée, son avenir s'effondrant. « Je combattrai ça, dit-elle. » Mais sa voix vacilla. « Je combattrai chaque charge,
Chaque poursuite. J'ai des ressources. Avait des ressources, corrigea Shane. Nous avons déjà rapporté tes comptes offshore à l'IRS et aux autorités bancaires internationales. Ils sont gelés, en attente d'enquête. Chaque dollar que t'as volé est documenté, tracé, et maintenant inaccessible. Adrian s'effondra dans une chaise. C'est fini? Nous sommes finis. Non, grogna Brandy. Non, je ne perds pas, je ne perds jamais. La porte d'entrée s'ouvrit. Constance Jennings entra, suivie d'une jeune femme et d'un homme dans la vingtaine. Les enfants de Phil Orozco, réalisa Wesley. Leur visage montrait une vieille douleur et un nouvel espoir. Bonjour, Brandy, dit Constance. Te souviens-tu de moi? Je suis la femme de l'homme que tu as tué. Ce sont ces enfants qui ont grandi en pensant que leur père était faible. Maintenant, ils connaissent la vérité. Maintenant, tout le monde connaîtra la vérité. Brandy regarda la foule qui se rassemblait, victims, témoins, preuves, et quelque chose se brisa en elle. Pas du remords, pas du regret, juste la réalisation que son système parfait avait échoué. « Je veux un avocat », dit-elle enfin. « Intelligent », approuva Marvin. « Tu en auras besoin de plusieurs ? Maintenant, attendons que les autorités arrivent. La police d'État du Montana est à 10 minutes, agent de terrain du FBI peut-être 30. Nous avons du temps. Dans cette ferme que son père avait construite, entourée de preuves de sa vindication, Wesley Poole regarda l'empire de ses ennemis s'effondrer. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée 6 mois auparavant, la fin où il avait sa femme, son fils, sa vie intacte. Mais c'était une fin. Et parfois c'est assez... Chapitre 7. Le rassemblement des témoins. La police d'État du Montana arriva d'abord. 3 voitures avec sirènes hurlantes, bien qu'il n'y ait plus d'urgence maintenant. Le lieutenant Brendan Soto, un homme usé dans la cinquantaine qui avait passé 30 ans à traiter le crime rural, évalua la situation avec un scepticisme pratiqué. « Alors laissez-moi comprendre ça », dit Soto, examinant les preuves documentées de Shane sur une tablette. « Vous avez des enregistrements de ces deux admettant une opération de fraude multi-État et conspiration pour commettre vol. Parjuré, manipulation de témoins et possiblement accessoire à 2 morts suspectes, confirma Shane. Tout est horodaté, géotagué, obtenu légalement sous les lois de consentement unique du Montana. Soto regarda Brandy et Adrian, qui s'asseyaient en silence stoïque sur le canapé de la ferme. « Vous deux voulez dire quelque chose ?»« Avocate » répéta Brandy. « Femme intelligente, sauf que vous n'êtes pas encore en arrestation, mais nous aurons besoin de poser des questions au poste. » Dehors, plus de voitures étaient arrivées, les enfants adultes de Phil Orozco. Une fille nommée Christy et un fils nommé Wayne se tenaient sur le porche avec Constance, visage reflétant des années de confusion enfin résolues. La sœur cadette de Joel Watts, Liz, avait conduit de Spokane pendant la nuit. 3 autres anciennes victimes des complots financiers de Brandy avaient volé à la demande de Constance. Ils n'étaient pas là pour la vengeance, ils étaient là pour être vus, un témoignage vivant du schéma. La destruction systématique qu'une femme avait causée sur 15 ans, Marvin les avait organisées brillamment, chacun avait de la documentation, dépôt de faillite, note de suicide, rapport de police qui avait été écarté comme incident isolé, ensemble. Ils peignaient un tableau indéniable. « Monsieur Poole, » dit Soto, « c'est une affaire fédérale. Vous comprenez? Nous prendrons des déclarations, mais le FBI gérera l'enquête. » « Je sais. » Wesley tendit une clé USB. « Tout est là. Relevé bancaire, correspondence, photo de surveillance sur 8 ans. Mon père a compilé la plupart avant de mourir. » « Ton père était Warren Poole, propriétaire de cette propriété ?»« Oui. » L'expression de Soto changea. « Je connaissais Warren. Bon homme. Nous avons travaillé ensemble sur une affaire de vol de bétail en 08. N'a jamais mentionné qu'il avait des connexions à... » Il fit un geste vers Marvin, vers les preuves, vers l'ampleur de l'opération. Il gardait son passé privé, dit Wesley. Mais il protégeait sa famille. Le FBI arriva 90 minutes plus tard. 2 agents du bureau de terrain de Billings, paraissant harcelés par l'appel tôt dimanche, l'agent spécial Karen Gates. Pas de relation avec Marvin. Bien que Wesley note la coïncidence, prit le contrôle avec un professionnalisme efficace. « C'est un bordel », dit Gates franchement, examinant les preuves. « Bon bordel. Noté. Meilleur cas de fraude documenté que j'ai vu en une décennie. Mais encore un bordel. Nous aurons besoin de déclarations de tout le monde. À ce propos, dit Wesley, mon fils arrive dans 2 heures pour une visite ordonnée par le tribunal. Je préférerais qu'il ne marche pas dans une scène de crime fédéral. » Gates considéra où est censée se passer la visite. Ici, c'est approuvé par le tribunal de la famille. Nom de Dieu. D'accord ?
Nous déplacerons les entretiens au poste de police d'État en ville, mais monsieur Poole, votre fils pourrait devoir donner une déclaration éventuellement. Si sa mère a fait des affirmations sur vous à lui, elle l'a fait, beaucoup, mais j'aimerais lui parler d'abord, lui laisser traiter ça avant que les forces de l'ordre s'impliquent. Assez juste. Mais je vous veux pour une déposition complète demain, et je veux accès au fichier complet de votre père. Tout ce qu'il a compilé, c'est à vous. Mais puis-je demander, qu'arrive-t-il à Brandy et Adrian maintenant? Gates regarda le couple, qui s'asseyait sous les yeux vigilants des troopers d'État. Nous les emmènerons pour interrogatoire. S'ils prennent des avocats, nous les relâcherons en attente de charge. Mais avec des preuves aussi étendues, nous aurons des mandats dans 48 heures. Conspiration pour commettre fraude à travers les lignes d'État. Minimum. Si nous pouvons les lier à la mort de Joel Watts, ça empire beaucoup. Et la garde de mon fils? Pas mon domaine. Mais les tribunaux de la famille tendent à froncer les sourcils sur les parents facing des charges fédérales. Je prendrai un bon avocat. J'en ai un. Il est en stand-by. À midi, la ferme s'était vidée. Brandy et Adrian, accompagnés d'avocats qui étaient apparus miraculeusement, chers, note à Wesley. Leur fraude avait financé une solide défense légale, donnèrent des déclarations minimales et partirent dans des voitures de police séparées pour interrogatoire. Les 2 hommes de sécurité embauchés avaient déjà été accusés de violation d'armes et relâchés sous caution. La famille des témoins resta plus longtemps, s'asseyant dans le salon de Warren, partageant des histoires de destruction et de survie. Phil n'était jamais le même après qu'elle l'ait quitté, dit Christy Orozco, sa voix brute. Il disait toujours qu'elle avait brisé quelque chose en lui qu'il ne pouvait pas réparer. Nous pensions qu'il était dramatique, nous ne comprenions pas. Vous étiez des enfants, dit Constance doucement. Vous n'étiez pas censé comprendre, mais si nous avions su, ajouta Wayne, si nous avions su que c'était un schéma, que ce n'était pas la faute de papa, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Demanda Wesley doucement. Savoir qu'un prédateur l'a choisi, manipulé, détruit systématiquement, est-ce que cette connaissance guérit la blessure? Silence. Puis Christy hocha la tête. Ça ne la guérit pas, mais ça l'explique. Une explication est un début. Les Watts, la sœur de Joel, parla pour la première fois. Mon frère aimait Brandy. Genuinely, même sachant qu'elle avait une affaire avec Adrian, il voulait réparer le mariage. Puis sa voiture est sortie du pont. La police a dit que c'était un accident. Route mouillée, panne mécanique. L'assurance a payé, mais j'ai toujours douté. Penses-tu qu'elle l'a tué? Demanda Shane. Instinct de journaliste engagé. Je pense qu'elle a bénéficié de sa mort. C'est assez pour la suspicion, mais le prouver, Liz secoua la tête. C'est au-delà de moi, pas au-delà du FBI, dit Marvin. Avec ces preuves, ils rouvriront l'enquête. La forensics moderne peut trouver des choses que les enquêteurs de 2008 ont manquées. La conversation s'épuisa. Alors que l'après-midi approchait, les témoins partirent, emportant avec eux des copies de preuves pour leur propre poursuite civile. Constance s'attarda le plus longtemps, se tenant avec Wesley sur le porche sous le ciel du Montana flamboyant de nuages. « Merci », dit Wesley simplement. « Remercie ton père. » Il a mis ça en motion. Constance sourit. Un vrai, fatigué mais genuine. Phil aurait aimé Warren. Ils étaient des hommes similaires, doers, préparés, protecteurs. J'aurais aimé apprécier ça plus tôt. Tu l'apprécies maintenant? C'est ce qui compte. Elle serra son bras. Ton garçon sera bientôt ici. Qu'est-ce que tu lui diras? La vérité? Adapté à l'âge, mais honnête. Il mérite de savoir que son père n'est pas le monstre que sa mère a peint. Bonne chance. Wesley, tu as gagné la première bataille, mais la guerre, élever un fils qui a été menti pendant des années, c'est plus dur. Après son départ, Wesley marcha la propriété que son père avait aimée, 28 hectares de prairies, montagnes au loin, cieux si grands qu'on se sentait noyé dans l'espace. Warren avait choisi cet endroit délibérément, espace pour respirer, distance des menaces, terre qui pouvait soutenir une famille à travers les années maigres. « Tu as planifié pour tout ?» dit Wesley au fantôme de son père. « Même ça, même moi ici, victorieux mais creux, me demandant ce qui vient ensuite. » Le vent répondit « Juste du vent, juste l'herbe de prairie bruissant, mais c'était assez... Chapitre 8. Le règlement de compte de Cameron Poole. Le gardien nommé par le tribunal arriva à 15 heures précises. Une femme d'âge mûr nommée Valérie Holcomb, qui avait été briefée sur la situation mais l'approchait avec une neutralité professionnelle. À côté d'elle, dans le SUV, se tenait Cameron Poole, on the hands, paraissant maussade et piégé. Le cœur de Wesley se brisa en voyant son fils. Cameron avait grandi en 6 mois, plus grand, plus mince,
perdant la graisse de bébé et gagnant l'angularité adolescente. Ses cheveux noirs avaient besoin d'une coupe, et ses yeux, les yeux de Warren, les yeux de Wesley, tenaient une méfiance défensive. « Cameron », dit Wesley, approchant prudemment, « Papa, pas chaleureux, pas froid, factuel. Je suis content que tu sois ici. Maman a dit que tu vivais dans un taudis. Elle a dit que tu serais probablement ivre. » Valérie lança à Wesley un regard apologétique. « Le trajet a été long. Nous pouvons vous donner un peu d'espace. » « En fait, » dit Wesley, « si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous entendiez ça aussi. » Pour documentation, il les mena à l'intérieur. Shane et Marvin avaient dégagé, laissant la ferme vide sauf pour eux trois. Wesley avait passé l'heure avant l'arrivée de Cameron à nettoyer obsessivement, rendant l'endroit présentable, sinon luxueux. Cameron examina le salon. « Ce n'est pas si mal. Ton grand-père a construit cette maison. Mon père, il est mort quand tu avais 6 ans. Te souviens-tu de lui ? Un peu. Il était grand, silencieux. Il m'a appris à faire des ricochets sur l'étang. Il t'aimait beaucoup ?» Wesley s'assit sur le canapé, fit signe à Cameron de le rejoindre. Le garçon le fit, à contre-cœur, maintenant la distance. « Cameron, il y a des choses que je dois te dire. Sur ta mère, sur ce qui s'est passé, certaines seront dures à entendre. Maman a dit que tu essaierais de me monter contre elle. Je n'essaie pas de te monter contre qui que ce soit. J'essaye de te donner la vérité. » Au cours de l'heure suivante, Wesley expliqua, prudemment, adapté à l'âge, « Mais honnêtement, le divorce, la fraude financière, le schéma de Brandy de détruire des hommes pour profit. » Il n'utilisa pas de termes comme sociopathe ou prédatrice, mais il exposa des faits, les mariages précédents. L'argent volé, les enregistrements de sa confession. « Maman ne ferait pas ça, » dit Cameron, mais sa voix vacilla. « J'ai des enregistrements ? Veux-tu les entendre ? » « Non ? Oui ? » « Je ne sais pas. » Valérie intervint doucement. « Cameron, ce que ton père décrit est enquêté par le FBI. Ça ne veut pas dire que ta mère est coupable. Tout le monde mérite une procédure régulière, mais ça veut dire qu'il y a des preuves qui doivent être examinées. Est-ce que maman va en prison ? Je ne sais pas, admit Wesley. Mais elle fait face à des charges sérieuses, ce qui signifie que les arrangements de garde pourraient changer. Le visage de Cameron se froissa. « Où irais-je ? Tu resterais avec moi ? Ici ? Où que nous décidions de vivre ? Je ne vais nulle part. Cameron, je n'ai jamais voulu. Mais tu es parti après le divorce. Tu as juste disparu. Je n'ai pas parti. J'ai été chassé. Ta mère a tout pris. La maison, l'argent, la garde de toi. Le tribunal a cru sa version des événements. Je suis venu ici parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Tu aurais pu te battre plus fort. » L'accusation plana entre eux. Wesley l'absorba, sentant la vérité derrière. Il s'était battu, mais pas assez fort, pas assez intelligemment. Il avait été trop dévasté par la trahison pour monter une défense effective. « Tu as raison, » dit Wesley doucement. « J'aurais dû, j'étais brisé. Cameron, ta mère m'a brisé systématiquement pendant des années et je l'ai laissée parce que je l'aimais et lui faisais confiance. C'était mon erreur. Et tu en as payé le prix. Je suis désolé. » Cameron le regarda, vraiment regardé. Pas le regard défensif, mais un examen genuin. « Tu ne savais vraiment pas sur elle et Adriane, sur l'argent, pas jusqu'à ce que je trouve des documents que mon grand-père a laissés. Il savait, il a essayé de m'avertir, mais je n'ai pas écouté. Il a passé des années à rassembler des preuves, protéger des actifs, préparer pour exactement cette situation, parce qu'il m'aimait et il t'aimait. Je ne l'ai jamais connu si bien. C'était un homme remarquable, silencieux. Da, préparé pour tout. Il travaillait pour le gouvernement, faisant des choses dont il ne pouvait pas parler. C'est si cool et si secret. Nous n'en parlons pas hors de la famille. Comme un code familial, exactement. Cette nuit-là, Cameron dormit dans la chambre que Wesley avait occupée adolescent. Même lit, même mur, air différente. Wesley resta éveillé tard avec Valérie, discutant des prochaines étapes. « Il est résilient, » observa Valérie, « et il veut te croire. Mais 6 mois de narrative de sa mère ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Je sais, c'est un début. Le FBI voudra l'interroger sur les affirmations que sa mère a faites, sur ce qu'il a vu de votre relation. Est-ce que ça me fera mal ? Dépend de ce qu'il dit. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, tu fais tout bien, tu es honnête, tu es présent, tu n'essaies pas de le manipuler. Ça compte ? » Après qu'elle soit partie pour son hôtel, Wesley se tint dehors la chambre de Cameron, écoutant la respiration de son fils. Le rythme de celle-ci, stable. Paceable,
Ça ressemblait à l'absolution. « Je ferai mieux », murmura Wesley à l'obscurité. « Je serai le père que tu mérites, l'homme que Warren m'a élevé pour être. Je promets. » Chapitre 9. L'héritage de l'architecte. 3 mois plus tard. Wesley se tenait dans une salle d'audience fédérale à Billings, regardant la justice se dérouler avec une précision chirurgicale. Brandy Poole, son nom légal maintenant restauré à Brandy Freeman après la découverte de multiples fraudes d'identité, s'asseyait à la table de la défense paraissant diminuée. Les vêtements de créateur étaient en partie remplacés par un tailleur conservateur qui lisait défendresse plutôt que socialite. Son avocat, un défenseur public après que ses actifs soient gelés, se battait vaillamment mais sans espoir. Les charges étaient étendues, conspiration pour commettre fraude électronique, fraude postale, blanchiment d'argent, évasion fiscale, parjure dans des procédures fédérales et le coup final, homicide par négligence criminelle dans la mort de Joel Watts. Une nouvelle analyse forensique avait révélé que les lignes de frein de sa voiture avaient été délibérément endommagées. Des images de sécurité d'un garage montraient Adrian effectuant le sabotage. Adrian avait retourné sa veste face à une charge potentielle de meurtre. Il avait donné au procureur tout compte bancaire, documents forgés, enregistrement de lui et Brandy planifiant la destruction de Wesley. Son témoignage était dévastateur. « Nous menions l'opération depuis 8 ans, dit Adrian du banc des témoins, voix creuse. Wesley était censé être le dernier. Le gros coup, après lui, nous nous retirerions aux Caïmans, vivrions sur 50 millions de dollars. Ne travaillant plus jamais, Mayhem, Poole s'est révélé plus résilient qu'attendu. Le procureur était Daryl Ardan, un attorney fédéral qui avait bâti sa carrière sur des cas de fraude complexes. Son père était le problème. Warren Poole savait d'une manière ou d'une autre, il a documenté tout, protégé des actifs, posé des pièges. Nous ne savions rien de tout ça jusqu'à ce que Wesley appelle et dise qu'il avait des preuves. À ce moment, c'était trop tard. Le jury, 8 femmes, 4 hommes, tous paraissant dégoûtés, absorba cela. Brandy s'assit rigide, son masque ne glissant jamais, même alors que les murs se refermaient. Quel était le but ultime ? Demanda Ardan. Détruire Wesley complètement. Le laisser faucher. Seul, suicidaire si possible, Brandy disait que ce n'était pas sur l'argent. Nous l'avions déjà, c'était sur prouver qu'elle pouvait le faire. Sur le pouvoir, allaitement de la galerie. Wesley, assis avec Cameron et Shane, sentit la main de son fils glisser dans la sienne. « C'est ok », murmura Cameron. « Elle ne peut plus te faire mal. » Le verdict vint après 3 jours de délibération. Coupable sur toutes les charges, la sentence viendrait plus tard, mais le procureur cherchait 30 ans. Adrian, pour sa coopération, en aurait 15. Dehors le palais de justice. Les médias affluèrent. Wesley fit une brève déclaration. « Mon père, Warren Poole, était un homme qui croyait en la préparation et la justice. Il ne pouvait pas arrêter ce qui m'est arrivé, mais il m'a donné les outils pour survivre et contre-attaquer. Ce verdict est pour lui et pour toutes les familles que Brandy Freeman a détruites. Merci. » Des questions éclatèrent, mais Wesley s'éloigna. Il avait dit son morceau. De retour à la ferme, plus délabré, mais restauré avec soin et artisanat, la vie avait trouvé un rythme. Cameron vivait là à plein temps maintenant, allant à l'école intermédiaire locale et surprenamment s'épanouissant. La solitude qui avait semblé suffocante à Wesley semblait libératrice pour son fils. « J'aime que les gens ici ne savent pas sur maman », avait expliqué Cameron. « Je suis juste le nouveau gamin dont le papa est architecte. Pas de drame ». Wesley avait pris quelques projets locaux, une rénovation de bibliothèque, un centre communautaire, une maison privée pour un docteur à la retraite, rien comme son travail de Manhattan, mais honnête, satisfaisant. Il découvrit qu'il aimait à nouveau construire avec ses mains, aimait voir des projets complétés en semaine plutôt qu'années. Shane visitait souvent, travaillant sur un livre sur l'affaire, l'héritage de l'architecte. Comment la préparation d'un homme a sauvé son fils d'une prédatrice ? Les éditeurs tournaient avec des offres agressives. « Tu es sûr de vouloir ça publier ?» demanda Shane sur un café un samedi. « Ça sera partout. Je suis sûr. D'autres hommes ont besoin de savoir que ces prédateurs existent. Qu'il y a des signes d'avertissement, que tu peux contre-attaquer. Si le livre empêche une personne de traverser ce que j'ai traversé, ça vaut le coup. » Constance Jennings était devenue une amie proche, visitant le Montana 2 fois pour des séjours prolongés. Elle et Wesley partageaient le lien de survivants, mais aussi quelque chose de plus profond. Reconnaissance de résilience, de la capacité à reconstruire des cendres. « Phil t'aurait aimé, » dit Constance pendant sa dernière visite. « Tu es ce qu'il aurait pu être s'il avait eu Warren dans son coin. J'ai eu de la chance. »
Le bon père au bon moment. La chance et la préparation rencontrant l'opportunité. Ton père a préparé. Tu as saisi l'opportunité. Par un matin clair de septembre, Wesley et Cameron conduisirent au petit cimetière où Warren était enterré. La pierre tombale était simple. Warren Poole, Nathaniel 33, 2023. Il a préparé le chemin. Cameron plaça des fleurs sauvages qu'ils avaient cueillies sur la propriété. Wesley se tint silencieux, les mots insuffisants pour ce qu'il sentait. « Tu l'as fait, papa », dit Wesley enfin. « Tout ce que tu as planifié, tout ce que tu as préparé, ça a marché ? Nous allons bien, nous sommes plus que bien. Merci. » Le vent bougea à travers les pins, juste du vent, juste la nature, mais ça ressemblait à une reconnaissance. « Grand-papa serait fier de toi », dit Cameron. « De nous deux, ouais ?» Il le serait. Ils se tinrent ensemble, 3 générations d'hommes Poole, un parti, un reconstruisant, un grandissant en qui ils deviendraient. La terre s'étendait autour d'eux, constante et endurante. Ce soir-là, Wesley reçut un email de Marvin Gates. Il ne contenait pas de texte, juste une pièce jointe, un fichier vidéo. Wesley l'ouvrit. La vidéo montrait Warren, enregistré des années auparavant dans cette même ferme. Il paraissait plus jeune, plus sain, mais ses yeux tenaient la même intelligence tranchante. « Wesley », dit Warren à la caméra, « si tu regardes ça, alors tu as survécu, tu as contre-attaqué, tu as utilisé ce que je t'ai laissé. Je suis fier de toi, fils, plus fier que je ne l'ai jamais dit de mon vivant. Je n'étais pas bon avec les mots, ne l'ai jamais été, mais je veux que tu saches, tout ce que j'ai fait, chaque préparation, chaque document, c'était tout de l'amour. Un père protégeant son garçon. Même de la tombe, Warren pause, sembla rassembler ses pensées. Tu vas douter de toi, te demander si tu as fait la bonne chose, te demander si tu étais trop dur, trop vengeur, ne le fais pas. Brandy Freeman est une prédatrice, tu l'as arrêté de détruire plus de familles. Ça prend du courage. Une autre pause, élève Cameron bien, apprends-lui à être dur, mais gentil, préparé, mais pas paranoïaque. Donne-lui l'enfance que je ne pouvais pas te donner, stable, présent, pleine d'amour. Tu peux faire ça maintenant, tu es libre. Warren sourit. Rare, genuine. Je t'aime, fils, je l'ai toujours fait, même quand j'étais dur avec toi, quand je te poussais, quand je semblais distant, tout était de l'amour. Souviens-toi de ça. La vidéo finie, Wesley la regarda 3 fois de plus, larmes coulant librement, puis il appela Cameron dans la pièce, et ils la regardèrent ensemble. « Il nous aimait ?» dit Cameron, voix épaisse d'émotion. « Il l'a fait, plus que nous savions, cette nuit-là. » Wesley mit à jour le journal de Warren avec sa propre entrée. « Papa, c'est fini. Brandy va en prison, Adrian aussi, notre famille est entière à nouveau. Ou aussi entière qu'elle peut l'être. » Cameron s'épanouit. « Je construis une vie dont je suis fier. Tu m'as donné les outils, pas juste les preuves et l'argent. Mais l'exemple, tu m'as montré que la préparation n'est pas de la paranoïa, que protéger ta famille n'est pas de la faiblesse. Que l'amour signifie parfois des choix durs et des veillées solitaires. Je vais passer ce journal à Cameron quand il sera plus vieux. Il lira tes mots, mes mots, et comprendra que la famille est une chaîne de protection s'étendant à travers les générations. Tu m'as protégé, je le protégerai, il protégera ses enfants, c'est le vrai héritage. Pas l'argent ou les preuves, mais la connaissance que nous n'abandonnons pas les nôtres. Nous préparons, nous combattons, nous survivons. Merci pour tout. Repose en paix. Ton travail est fait. » Wesley ferma le journal et le plaça dans le coffre-fort pour conservation. Pas caché à ni mort, mais honoré, un legs préservé pour la prochaine génération. Dehors, les nuits du Montana s'étendaient du vaste et remplies d'étoiles. Wesley se tenait sur le porche que son père avait construit, que son grand-père avait marché, que son fils hériterait, 3 générations d'hommes Poole, chacun construisant sur la fondation que le précédent avait posée. Le ranch n'était pas juste 28 hectares de prairies, c'était un sanctuaire. C'était chez soi. C'était l'endroit où les hommes brisés venaient se rappeler qui ils étaient et recommencer. Wesley Poole, architecte, fils, père, avait enfin construit quelque chose qui comptait, pas un gratte-ciel ou un musée, mais une vie, une famille, un avenir, et c'était assez. La fin, épilogue. 5 ans plus tard, Wesley Poole Architecture ouvrit un bureau satellite à Billings, spécialisé dans les projets communautaires ruraux. Cameron, maintenant 16 ans, travaillait les étés comme dessinateur, montrant un talent naturel pour le design. Brandy Freeman purgeait sa sentence en prison fédérale.
Éligible à la libération conditionnelle après 23 ans, Adrian Watts fut relâché après 12 ans pour bonne conduite et coopération. Aucun n'essaya de contacter Wesley ou Cameron. La ferme se tenait solide et résistante aux intempéries, hébergeant des rassemblements annuels des familles des victimes de Brandy, un groupe de soutien fondé par Constance, un réseau de survivants s'aidant mutuellement à guérir. Le journal de Warren Poole fut publié anonymement comme un guide pour les hommes reconnaissant des schémas de relations prédatrices. Il se vendit à 200 000 exemplaires et plus. Le livre de Shane atteignit la liste des best-sellers du New York Times et y resta 16 semaines. Il donna tous les proceeds à des programmes de prévention de la violence domestique et par des nuits claires, quand le travail était fait et Cameron endormi, Wesley se tenait sur ce porche et regardait les étoiles que son père lui avait appris à naviguer par Constantes, Vresse, montrant le chemin de la maison, toujours montrant le chemin de la maison, la fin d'une histoire, le début du reste de leur vie. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai là-bas. I get what you mean about oh, I feel like I wasted all this time hoping for a relationship that never came to fruition, but she's on her journey, you're on your journey, and that's okay, and that's normal, and that's human. And you didn't waste time on this person. You have a right to be upset, but, it is what it is. And you didn't waste time. Unless your goal was always to, I don't know. That just feels icky to me. I'm not saying you're a bad person or you have bad intentions, but I don't like the idea of talking to this person to be with them and then they don't want to be with you and so it's a waste of your time, because that's just very transactional. Be in the moment, girl. You know? I have problems with my mental health and you may... Sleep, girl. Sleep. If it is 5 a.m. for you, please sleep. Please. I'm 21 and I've never dated anyone. It feels weird to see all my friends with boyfriends and girlfriends and I'm just here. I try asking girls out and stuff, but it never works. How do I convince myself that's okay? I don't know what will convince you. I can tell you it's okay, but I don't know what will convince you you're okay. I mean... Oh my god. You're only 21. And to me, that's old because I turned 18 a week ago. But that's not old. You can finally drink. And that's about it. You're barely an adult. You're still figuring out life. You don't need to be finding your life partner when your brain isn't even developed yet. You know what I mean? Nuri, no. No, Nuri. Nuri, don't talk. No, Nuri. No, Nuri. I love you, Nuri. I love you, Nuri, but no, Nuri. No, Nuri. But your brain's not developed all the way. The people you're asking out aren't developed all the way. It doesn't matter, you know? And you haven't met everyone you're gonna meet. You haven't met the one. You haven't met one of the ones. I honestly, I'm not the kind of person who's oh, yes, your soulmate is out there. I feel that way because of Caitlin, obviously. I don't know how else to explain how perfect we are. But my parents have always said, oh, I have my Texas girlfriend and my Georgia girlfriend and my New York girlfriend. And not that they are cheating on each other, but the idea is basically that, you're not the only you out there. You're not that unique.
I don't know if that's true for my family. I know everyone says that, but my mom's so fucking weird. I love her. Regardless. Side tangent. But you are not so unique that you're uniquely unlovable. And you're not so... Your partner, your future partner, you can get along with a lot of fucking people. I'm sure. Everyone's unique. You're your own person, but I'm just saying, you are not unlovable. You are gonna find you're gonna find a person who makes you happy, and that's that. Like, it is not that hard to be a good partner to someone else. It is not that hard to love someone else. Like, it is pretty fucking easy. And so, like, don't doubt yourself. I mean, like, everyone's different. I've been a weird dater, I think. Just in the sense that, like, my first girlfriend, I was in 7th grade.